Bonjour Fabiola, Bonjour Eden, comment vas-tu? je vais bien. Très bien. On va parler un petit peu de ton activité, Oui, ce pourquoi tu es là aujourd'hui, et on va parler justement des rêves. d'accord. Mais Hmm. avant de parler des rêves, on va revenir un petit peu sur ton parcours, Oui, qui tu es et qu'est-ce qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui. d'accord. Alors en fait, je suis psychopraticienne et art-thérapeute à la base. Et je suis en libéral depuis plus de 20 ans, à Troyes. Et j'ai d'abord beaucoup travaillé en psychothérapie analytique et avec la création, donc dans le cadre de l'art-thérapie. Et au fur et à mesure de ma pratique, ben, j'ai découvert le rêve. Et le rêve est devenu un outil supplémentaire que j'utilise et qui est même devenu une passion. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis j'ai découvert le rêve? C'est-à-dire que, comme tout le monde, tu Ouais. rêves. Mais Oui, comme tout le monde. Ouais. qu'est-ce qui, Mm. qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser au rêve, justement? Ouais. Bah, en fait, je m'y intéresse depuis longtemps. Je suis une grande rêveuse, donc depuis toujours, je me rappelle vraiment beaucoup de mes rêves. Et, mais je le gardais comme ça dans ma vie personnelle. Et, euh, et dans mon travail, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, ça t'intéresserait de faire une formation, j'organise une formation sur les rêves. Puis je me suis dit, ah, bingo, j'y vais. Auparavant, j'y avais pas pensé en fait. Puis j'étais occupée ailleurs à développer mon activité, voilà. Et, euh, et là, je me suis dit, tiens, ça va parler d'image. Et en fait, je suis vraiment quelqu'un de très visuel et j'adore les images. Dans le cadre de l'art-thérapie, on travaille beaucoup sur l'image. Et là, en fait, ça collait avec ce que je faisais déjà. Et je me suis dit, ben, je vais pouvoir aller plus loin dans mon vécu du rêve. Donc le rêve, je le connais par rapport au rêve que je fais, mais je les comprenais pas comme je les comprends aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, tu n'avais pas la lecture, en fait. Non, j'avais Peut-être pas les codes. les Voilà, codes, ouais, voilà. ouais, Très, très bien. ouais. Et alors, du coup, ça t'a amené à voir tes rêves autrement, peut-être à les Ah, décrypter. complètement. Ouais, Euh, ouais. mais est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Ah, Et oui. pourquoi est-ce que, du coup, travailler sur ses rêves Mm. en tant que personne, ça change tout dans sa Ouais. perception du monde aussi? Alors pour moi, ça a changé vraiment quelque chose parce que quand j'ai commencé à me former, c'était une formation expérientielle avec de la théorie, mais beaucoup de partage sur nos rêves, nos propres rêves. Et donc là, j'ai découvert un univers que je ne soupçonnais pas. Je ne pensais pas que ça pouvait apporter autant. Donc ça m'a fait beaucoup évoluer. Alors j'avais déjà évolué parce qu'en tant que psychopraticienne, je suis obligée d'avoir fait un long travail sur moi. Donc j'avais fait 10 ans de tranche de psychothérapie freudienne. Et là, je me suis dit, ah, je vais entrer dans une autre strate d'évolution. Et dans cette formation, donc j'ai découvert euh, ce que les rêves pouvaient apporter et tout ce que ça pouvait me permettre aussi, comment dire, d'apporter dans mon travail avec les personnes que j'accompagne. Voilà. Très bien. Donc, du coup, en fait, c'est ramener une brique de compétences supplémentaires. Donc j'ai été formée, alors je vais expliquer mon parcours. J'ai été formée pendant 5 ans dans une école privée en psychothérapie et en art-thérapie. Voilà. Tu as fait ça pendant 15 ans, c'est ça? Ben, j'en fais toujours, ça fait 21 ans 21 ans, maintenant, ok. sauf que je fais moins d'art-thérapie. Et alors j'ai différents outils, mais ce sont les principaux. L'art-thérapie, l'analyse et le rêve. Et maintenant, le rêve prend de plus en plus de place. Et j'ai envie d'en parler en fait. Parce qu'en fait, à Troyes, j'ai beaucoup travaillé en art-thérapie, donc on me connaît plus comme art-thérapeute, mais pas tant comme thérapeute des rêves. Alors, à savoir que j'ai fait cette formation qui a duré 2 ans avec un médecin, Christiane Laurent, qui est aussi psychothérapeute et qui a créé l'atelier des rêves. Donc j'ai commencé à travailler en séance avec les rêves.
Et j'ai attendu 1 an ou 2 et je me suis dit, là, il faut absolument que je me spécialise parce que j'ai vu les différents courants. Et j'ai tout de suite senti que j'étais plus sensible comment dire, à la pensée de Jung. Et j'ai cherché une école en France et donc j'ai fait une autre formation assez intensive avec beaucoup de travail qui est à Aix-en-Provence et qui s'appelle l'école jungienne des rêves. D'accord. Voilà. Ok. Donc, et là, j'ai appris encore beaucoup d'un point de vue théorique, mais également sur moi, parce que quand on fait des formations, on pratique, voilà. Et en parallèle, je me suis dit, je vais également démarrer une autre tranche de thérapie, et cette fois-ci avec une analyste jungienne. Et sur Paris, j'ai trouvé quelqu'un donc qui travaillait en tant qu'analyste jungienne, et avec qui j'ai fait une tranche d'une dizaine d'années juste sur le rêve. Une dizaine d'années? Ouais, juste sur le rêve. Donc je l'ai vraiment travaillé de manière très approfondie. D'accord. Et c'était quelqu'un qui est passionnante parce qu'elle a vécu au Pérou, aux États-Unis, ça fait 20 ans qu'elle est en France. Donc elle a une culture, multiculture, qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que Jung m'intéresse d'ailleurs. D'accord. Parce que dans l'approche de Jung, il y a vraiment un intérêt pour toutes les cultures du monde. Donc c'est assez vaste. Et il y a aussi une approche spirituelle. Et donc ça m'intéressait également parce que je pense que dans le rêve, il y a parfois une petite sensibilité comme ça quand les gens apportent leurs rêves. Et il y a des rêves qu'on arrive à décoder. Alors il y en a qui se décodent très facilement parce que ils sont lisibles, hein, c'est du copier-coller avec la réalité. Donc là, il n'y a pas réellement de symbole, donc les gens n'ont pas forcément besoin qu'on les explicite. Oui, voilà. J'y rêvais que je me faisais une omelette. Voilà, exactement. Et puis, ça a quand même une utilité. Hein, oui. Parce que le rêve, c'est vital, c'est une fonction vitale. Tout le monde rêve. Parfois, les gens me disent je ne rêve pas. Alors, c'est pas possible, on rêve tous, mais tout le monde ne s'en rappelle pas de la même manière. D'accord. Voilà. Et donc, il y a les rêves copier-coller avec la réalité. Il y a ceux qu'on a décodés et en général, ils sont porteurs de différents mythes, de symboles. Ouais, les dents qui tombent. Exactement. Rater une marche, voler. Exactement. Être dans une chute ou tout à coup. Donc des symboliques. Symbolique, voilà. Symbolique, tu parlais de Jung et tu parlais du profil de la personne qui t'a formé. Donc c'est des gens qui ont voyagé, qui étaient très à l'écoute en fait des interprétations, on va dire, relatives au peuple qu'ils ont étudié. Et ça, est-ce que tu as des symboliques qui reviennent dans tous les peuples ou chaque peuple a sa propre interprétation en fait des symboles des rêves? Alors, ce qui est intéressant chez Jung, c'est qu'il parle beaucoup des archétypes. Oui. Et un archétype, c'est vraiment une image originelle, innée, qui va être compréhensible par l'ensemble de la population, quel que soit le pays. Okay, sauf qu'il y a en effet des petites différences. Il y a certains archétypes, quand ils sont présents, je ne sais pas, je parle du serpent par exemple, il y a des gens qui vont considérer que ça fait peur, etc. Et puis il y en a d'autres pour qui ça va être un présage de longue vie. Donc il va y avoir des petites différences, mais globalement, culturelles. Mais globalement, les archétypes sont lisibles par l'ensemble de la population, mais quel que soit le langage. D'accord. Voilà. Okay. Et chez Jung, alors il a créé différents concepts, mais il est surtout connu pour l'inconscient collectif, la création du concept de l'inconscient collectif. Est-ce que tu peux expliquer cette petite partie? Oui, je vais l'expliquer. C'est notre psychisme, il est fait de la partie consciente. C'est la manière dont on interagit dans la réalité, enfin, etc. Il est fait également d'un inconscient personnel. Voilà, Freud et Jung là-dessus ils sont d'accord. Mais ce que Jung a découvert, c'est l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on est porteur d'une mémoire gigantesque, une bibliothèque gigantesque, et dans cette bibliothèque, on a toutes les expériences
les images, la mémoire de l'humanité. Voilà. Et dans les rêves, eh ben, en fait, on peut y avoir accès. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et c'est là où aussi je vais intervenir, c'est que on va travailler avec les personnes à essayer de repérer le sens de ces symboles, de ces archétypes, et qu'est-ce qu'ils viennent apporter comme message. D'accord. Le rêve, il est toujours vecteur de message? Est-ce que c'est sa fonction? Tu parlais de... Alors, le rêve, il a différentes fonctions. La fonction principale du rêve, alors il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, et en même temps, les recherches sur le rêve et le sommeil, elles sont assez récentes, ça date des années 50. D'accord. Voilà, aux États-Unis, puis ici, c'est arrivé également dans les années 50. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Michel Jouvet, qui a créé un laboratoire à Lyon, et c'est lui qui a découvert le sommeil paradoxal. D'accord. Voilà, dans 1955. Il a découvert où se logeait dans le cerveau la zone du sommeil paradoxal. Et les rêves, les plus nombreux sont dans cette phase de sommeil. D'accord. Paradoxal. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Écoute, ma question c'était... différentes fonctions. Voilà, les différentes fonctions du rêve. Alors, oui, et donc, justement, par rapport à Michel Jouvet, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte que le rêve, en fait, il était absolument essentiel pour l'équilibre physiologique et psychique, les deux. Et qu'en fait, c'était vraiment un lieu un atelier de réparation. Donc, déjà, ça permet de rééquilibrer les tensions internes, d'évacuer des émotions, d'évacuer des peurs, de faire une espèce de reset. Voilà. Et ensuite, si on va un peu plus loin, quand on travaille à la compréhension du rêve, on se rend compte que, en fait, ça nous délivre des messages. Ok. Voilà. Okay. Qu'on apprend à comprendre. Alors, il a déjà une fonction positive, même si on ne cherche pas à l'interpréter, mais l'intérêt de le travailler en séance, c'est justement d'apporter un plus et de permettre à la personne d'assimiler le message du rêve. Et en assimilant le message du rêve, en règle générale, les gens vont mieux, se portent mieux. D'accord. C'est aussi à ça que cette lecture-là que tu apportes, quand tu parles d'assimiler le message, c'est dans un premier temps le comprendre, le traduire, et ensuite, quand tu dis assimiler le message, c'est ce qui vient après, une fois qu'on a identifié les symboles. Tiens, ça veut dire ça, il y avait un serpent, il y avait la pluie, et là, on en comprend l'essence, et ensuite, on peut travailler dessus. C'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, ça permet aux gens d'avoir des prises de conscience. Alors, je vais te donner des exemples, forcément. Mais à partir déjà de la compréhension des symboles, les gens vont se rendre compte que ce n'est pas un truc farfelu, le rêve, ce n'est pas juste une histoire qui se raconte comme ça. C'est qu'en fait, ça parle vraiment de la réalité de notre intériorité. Voilà. Sauf que mon travail en tant qu'accompagnante, thérapeute des rêves, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre davantage ce qui se joue. Et à un moment donné, ils vont avoir des prises de conscience. Par exemple, quelqu'un qui va faire régulièrement des rêves récurrents, ça c'est... Voilà. Tant qu'il ne comprend pas... Un rêve récurrent, c'est un message qui cherche à se dire. Voilà. Et tant qu'on ne l'a pas compris, il revient. Il revient. Okay. Il peut se présenter un peu sous des formes différentes, mais ça revient. Et au moment où la personne saisit le message, il y a un éclairage et il y a quelque chose. Alors le rêve en général, il s'arrête ou il y en a de moins en moins. Voilà, ça s'effiloche. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Pour la personne. Alors, en général, ça va avec un mieux-être. Et ensuite, il y a d'autres rêves qui arrivent et qui sont différents. Qui se transforment. Et cette transformation au fur et à mesure des rêves, les gens la vivent également à travers leur expérience. Et c'est ce que j'ai vécu moi dans le travail des rêves. Je vais peut-être te donner un exemple de rêve. Allez, je t'écoute. Voilà. Alors,
Je vais partir sur un rêve. J'ai réfléchi. Et, bon, pour l'instant, je ne prends pas des exemples de rêves des gens que j'accompagne parce que je n'ai pas l'autorisation. Voilà. Bien sûr, parce que tu es tenu par le secret professionnel. Voilà. Par contre, j'ai ma petite bibliothèque personnelle et puis il y a mon entourage qui m'a donné aussi pas mal de rêves. Donc j'ai de la matière. Je ne parle pas des rêves des personnes que j'accompagne. Voilà. Alors, je vais te parler d'un de mes rêves que j'ai fait il y a quelques années. Alors, j'étais sur une façade de maison d'immeuble assez haute, de dos avec 2 autres personnes. Et on avait un tout petit rebord pour les pieds. Voilà. Et moi, j'étais paniquée totalement. J'avais très peur. Les 2 autres personnes, un homme et une femme, étaient à côté de moi. Et eux, ils étaient totalement cool. Et ils étaient là, en fait, pour m'apprendre à monter et descendre de la façade. C'était une grande façade grise, de dos. Et le petit rebord fait que j'étais pas tranquille. Et je voyais plein de gens en bas qui me regardaient. Et à un moment donné, je me suis endormie dans le rêve. Je me réveille et je me suis retrouvée beaucoup plus haut. Et là, j'étais super en colère après ce couple parce que je leur avais demandé d'y aller doucement, de prendre soin de moi. Et donc, j'étais apeurée et voilà, j'étais vraiment pas contente. Et tout à coup, un des 2 me dit « Retourne-toi face contre le mur ». Alors, je me retourne et il me dit « Attrape le rebord et pends-toi par les mains ». C'est ce que je fais. Et là, je me rends compte que j'étais à quelques centimètres du sol. Ah. Ouais. D'accord. Et là, le couple, intéressant, ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de moi, mais vraiment de manière bon enfant. Ils étaient très solidaires, il y avait une harmonie entre eux. Et je me suis sentie déjà soulagée dans le rêve, parce que je n'étais plus en danger, et un petit peu ridicule. Et là, toute seule, alors à ce moment-là, j'étais en analyse jungienne et je n'avais pas compris ce rêve toute seule, je n'arrivais pas à l'analyser. Donc je l'ai amené dans ma séance. Et là, la personne m'a dit « Ah, c'est le trickster ». Alors le trickster… C'est le piégeur, c'est ça hein? Et c'est ça. Ah celui qui tu connais? Non, mais j'ai traduit, mais… Eh bien, c'est un farceur. Le farceur, exactement. Ouais. C'est un farceur, il a été inventé par un anthropologue américain qui s'appelait Paul Radin. Et donc, il a mis à jour le trickster, et c'est un personnage qui apparaît dans les mythes du monde entier. Oui, on peut parler de Loki, par exemple, qui était le dieu de la malice dans la religion nordique. Oui, chez les Scandinaves. C'est un trickster. L'Arlequin, chez les Italiens, dans la Commedia dell'arte, c'est un trickster. C'est un petit diablotin. Il peut se présenter sous différentes formes. Il peut se présenter sous la forme animale. Le renard. Le renard, bien sûr. Un sacré trickster. Voilà, qui a été bien malin, et le corbeau a lâché son fromage, voilà. Et là, je me suis confrontée à un trickster et je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et ça a été un rêve qui m'a vraiment permis d'évoluer encore plus, parce que quand on travaille sur soi, à chaque fois on travaille avec un niveau de strate un peu plus profonde. D'accord. Et là, j'avais déjà compris un certain nombre de choses, mais ça… Voilà, je n'avais pas compris le message. Et là, j'ai compris que c'était un moment de ma vie où j'avais des peurs. Hein. Je me suis dit, mais j'ai des peurs, je suis humaine, voilà. Et en fait, il y a une partie qui fait partie donc, de l'inconscient collectif, le trickster, qui est un archétype, qui est venu m'enseigner quelque chose pour m'aider à me dépasser. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais un juge trop sévère. Et à ce moment-là, en fait, il m'a fait une farce. Il m'a joué un tour. Et ça m'a permis de relativiser plein de choses, en fait. Voilà, tu vois, un exemple de rêve. Voilà. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a la symbolique qu'on connaît tous, en fait, de cet effet de vertige. Voilà, quand on regarde en bas, surtout que tu étais de dos au début. Alors, donc, voilà, au début, j'étais de dos. Et en effet, j'avais le vertige. Voilà. Il m'a demandé de me retourner. Et oui, qu'est-ce que tu allais dire? Donc, enfin, je sais pas, moi je vais pas… Vas-y, mais je crois que tu es sur la bonne piste. Vas-y. Disons, de te retourner, donc c'était lui faire confiance aussi. Exactement. Et à ce moment-là, ça t'a permis
de rendre compte d'où ton sentiment de ridicule. Oui. Dire finalement, en fait, tu t'es fait toute une montagne. Pour rien. Pour rien. Ouais. Parce qu'en fait, tu étais surtout, en sécurité. L'élément le plus important, c'est que j'ai fait face au problème. Oui, d'accord. J'étais plus dos au mur. Exactement. Ah, tu vois l'expression, symbolique, être dos au mur, oui, effectivement. Je me suis retournée et là, j'ai fait face. Et tu vois, c'est pas si grave. Eh ben non. C'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de danger. Et j'ai appris à relativiser encore plus. Et là, j'ai été moins sévère. Ouais. Voilà. Et c'est incroyable. Et en fait, c'est pratiquement du jour au lendemain. Tu vois, parce que tu fais ça devait se chercher, mais je ne l'entendais pas. Oui, et le rêve me l'a servi sur un plateau, en fait. Oui. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Ah ben, complètement, tout à fait. Exactement. Et c'est ce qu'apporte en fait la lecture du rêve. C'est-à-dire que dans notre vie, on peut être confronté aussi à des traumas. Tout à fait. À des blocages. Dans les cauchemars, oui. Et le rêve, en fait, vient nous apporter une leçon, une lecture différente en fait, de ce qu'on traverse. Oui, mais le fameux message dont tu parles. Quoi. Il nous dit, c'est là, il nous montre, c'est là que tu dois regarder. Voilà. En gros, c'est ça. Mais parfois, c'est pas simple. Et là, j'avais beau quand même avoir une certaine expérience du rêve, je n'avais pas capté. Après, bon, quand ça nous concerne, nous, c'est plus compliqué aussi. C'est plus difficile de s'auto-analyser. Alors que quand on a un regard extérieur autre, donc du coup, qui nous permet de voir ce que nous ne voyons pas. Tu as évoqué la notion de spiritualité. Qui est propre à chacun, tout à fait. Qui est une relation intime. Pour autant, est-ce qu'on peut évoquer cette notion de ce lien entre rêve et spiritualité? En fait, au début, non, je ne l'abordais pas, mais ce sont les gens qui, au fur et à mesure, me disaient des fois, c'est étrange ce que je rêve, voilà, et puis il peut y avoir un ressenti un peu particulier dans certains rêves, où vraiment il y a des archétypes très forts qui vont apparaître, ou alors un ressenti particulier, ou une ambiance, et là les gens vont dire, là c'est quand même, et parfois on ne le traduit pas parce qu'il n'y a rien à traduire. Parfois ça reste le grand mystère. Voilà. Et pour ça les rêves m'intéressent aussi beaucoup. Et donc je les écoute, j'écoute les gens, mais en effet parfois je ne traduis pas, mais je suis juste là témoin de ce qu'ils ont à me livrer. Et ça, tu le mets dans le cadre de la spiritualité? Oui, parce que c'est compliqué. Alors, si je m'intéresse à Jung aussi, c'est parce qu'il a parlé de la question de l'âme. Un de ses ouvrages les plus, comment dire... emblématiques. Oui, les plus emblématiques, c'est ça. C'est L'homme à la recherche, à la découverte de son âme, qu'il a écrit un peu sur le tard, en 1933. Et en fait, ça a été quelque part le chemin de toute sa vie. À travers le travail sur les rêves, montrer qu'il y avait possibilité d'une certaine guérison assez profonde, et lui parlait d'âme en fait. Mais l'âme, c'est une espèce de, comment dire, de ressenti très, très personnel et qui est au-delà des dogmes, bien quoi sûr, que ce soit, c'est vraiment très intime, quoi. Voilà. Et donc, en substance, Jung disait que le rêve permettait de guérir l'âme, c'est ça? Ça peut. Alors, c'est pas systématique, ce serait trop beau, mais en tout cas, lui, il visait à ça. Il visait ça. Et je suis d'accord avec lui. Alors, ça ne fonctionne pas de la même manière chez tout le monde, évidemment. Voilà. Des fois, on avance à petits pas. Et puis parfois, en effet, à un moment donné, il y a un truc qui s'éclaire chez les gens, puis on le voit, ils sont plus lumineux. Et là, on sent qu'on a touché vraiment des couches très profondes au niveau du sensible. Tu vois des transformations, tu le disais, plus lumineux. Donc tu vois des transformations de personnes vraiment drastiques entre le moment où ils viennent pour une première séance et une fin où tu sens qu'ils ont compris quelque chose, qu'ils ont grandi, qu'ils ont changé. Oui, et puis je le vois dans la transformation des rêves. Alors ça dépend aussi de l'investissement de la personne, ça dépend de notre alliance thérapeutique. Parce que dans le travail qu'on fait en tant que psy, surtout en psychothérapie analytique comme je le fais, on parle d'alliance thérapeutique. Et pour que
le travail fonctionne, il faut qu'il y ait une bonne alliance. Et c'est pareil, s'il y a une bonne alliance, ben, les gens vont rêver davantage et ramener des rêves encore plus intéressants. Oui, parce qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de jugement. Exactement, ils sont en confiance. Voilà, il y a une ouverture et là, voilà. Et en effet, il y a des gens, je les vois vraiment se transformer, aller mieux, voilà. Puis d'autres, ils avancent petitement, voilà. C'est normal. Ok. Et donc, toi, c'est aussi ton rôle au fait d'accompagner au rythme aussi des gens, dire que tu ne peux pas brusquer non plus en fait la relation. Non, 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 du tout. Non, 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 je m'adapte. Je suis très à l'écoute. Alors ça, c'est important que je le dise aussi dans le travail des rêves. Quand les gens amènent un rêve, toujours, je ne suis pas là à dire « allez, on va l'interpréter, je prends le rêve, machin ». Non, non, non. D'abord, je leur demande, eux, ce qu'ils comprennent du rêve. Donc, ils vont s'exprimer, plus ou moins, voilà. Ils vont chercher. Et de temps en temps, je peux les emmener sur une piste. Avec ma connaissance des symboles, des archétypes, alors que je travaille en permanence, parce que c'est un puissant fond, hein, et ben on va essayer de voir si ça peut parler de ce qu'eux sont en train de vivre. Mais vraiment, un des premiers principes du rêve, c'est que c'est très personnel et que d'abord, on a à comprendre ensemble en quoi, comment dire, ce qui se dit dans le rêve parle de l'histoire de la personne. Et après seulement, on va voir la question de l'interprétation des symboles. Voilà. Donc tu pars de la personne. De la personne. Par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va me dire « Oh là, j'ai rêvé d'un chat bleu ». Un chat bleu, d'accord, mais alors le chat dans votre histoire, voilà, et puis à un moment donné, ils peuvent faire des liens avec quelque chose qu'ils ont connu, un jouet qu'ils ont eu, etc. Et si moi tout de suite j'arrive comme une brute avec mes gros sabots et que je leur dis oui, le chat bleu c'est ci, ça, et que je sors mon dictionnaire de l'interprétation des rêves, parce que plein de gens vont tout de suite dans les dictionnaires, et c'est pas, ça peut être bien, mais c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant pour comprendre vraiment le rêve en finesse, en subtilité, je vais passer à côté. Alors qu'eux vont dire « Ah, mais oui, je l'avais oublié, c'est mon petit nounours quand j'étais petit, le chat bleu, machin. » Et paf, et ils vont tirer un fil, et là, eux-mêmes, ils vont avancer sur la compréhension. Et en fait, il ne faut pas trop que j'intervienne. C'est-à-dire que tu ne leur imposes pas ton interprétation. Ah non, non. Parce que ça vient de… Comme en art-thérapie, d'ailleurs. D'accord. D'où le lien, en fait, entre art-thérapie et rêve. Oui, oui. Comme en art-thérapie. En art-thérapie, souvent, les gens me disent « Alors, vous allez interpréter ma création ?» Alors, ceux qui viennent, ils ne me le disent pas, parce qu'au début, je leur explique comment je fonctionne. Mais parfois, les gens disent « Ah, tu interprètes les créations ?» Ben non. Les gens vont créer. Et ensuite, ils pourront ne rien en dire, ce n'est pas forcément nécessaire d'en dire quelque chose, juste le vécu de la création va leur suffire pour ressentir un mieux-être, ou alors je vais leur demander s'ils veulent en dire quelque chose, c'est eux qui vont s'exprimer, ils vont raconter leur vécu, voilà, ils vont pouvoir faire les liens eux-mêmes. Et encore une fois, comme dans le rêve, à ce moment-là, je vais peut-être parfois dire « et cette zone-là ?» et là, cette couleur noire dans le coin, machin, voilà. Mais d'abord, ça va partir de ce qui va faire écho en eux. Bien sûr. Parce que si j'amène une interprétation et que ça ne fait pas écho, souvent, c'est pas juste. Et donc, toi, tu es là pour pointer du doigt, justement, et éclairer. Les aider à faire le chemin. Les aider, ok, à faire le chemin. Ouais. Et là, voilà, il y a quelque chose, il y a une transformation qui va se faire plus aisément que si j'intervenais trop. On n'a pas à être trop interventionniste. Comment ça se passe en fait ton accompagnement? Tu me parlais de visio. Alors, oui. Donc, la personne que j'avais trouvée sur Paris, alors j'étais allée la voir et puis rapidement elle m'a dit qu'elle faisait des visios et je me suis dit ah, c'est super. Et alors j'ai testé pour voir et ça fonctionnait très bien en fait. Et aujourd'hui, en fait, alors je travaille aussi en visio, surtout depuis le Covid.
quand il y a eu la pandémie, comme j'avais déjà commencé un petit peu en visio pour les gens qui partaient en voyage ou qui déménageaient mais qui voulaient continuer, donc j'avais 2-3 personnes en visio, j'avais un petit peu les codes. D'accord. Et pendant la pandémie, je me suis dit, ah non, non, mais là je vais faire de la visio. Et en effet, j'ai continué à travailler parce que j'ai proposé de la visio et on va dire au moins la moitié des gens que j'accompagne ont accepté. Et après, en fait, je me suis dit, c'est quand même pas mal, ça fonctionne. Et j'ai eu envie de développer davantage. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'avec le rêve, ça fonctionne mieux qu'en art-thérapie, parce qu'en art-thérapie, c'est délicat. Oui. Voilà, il y a le matériel, etc. etc. Alors que là, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais davantage faire de visio, faire de la visio. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, donc pour eux, ça peut être utile. Et puis, moi, ça m'a permis aussi de pouvoir faire un travail avec quelqu'un qui se trouvait quand même assez loin. Et donc, ça a un petit peu abattu les frontières et les barrières de, comment dire, de la distance. Donc, en résumé, les gens viennent te voir parce qu'ils ont... Qu'est-ce qui déclenche le fait qu'ils t'appellent pour dire, voilà, Fabiola, j'ai besoin d'être accompagnée sur le rêve? Alors, les gens en général viennent me voir par le bouche à oreille. Je fonctionne beaucoup comme ça. Donc ils ne viennent pas forcément me voir pour le rêve, ils viennent me voir parce qu'ils ont un problème, parce qu'il y a une dépression, parce qu'il y a une maladie particulière, parce qu'ils ont des conflits familiaux, enfin, etc., problèmes au travail. Donc ils viennent me voir pour parler et essayer d'aller mieux. D'accord. Des problématiques très concrètes, pour le coup. Pas... Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait concret. Pas symbolique, quoi. C'est, oui, ça va oui. pas au boulot, ça va pas dans la vie. Non, la réalité de la vie, voilà. Mais les problématiques, elles sont diverses. Et en général, aujourd'hui, ils ne savent pas trop que je travaille avec le rêve. Et donc, ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de moi ou ils m'ont trouvé sur le net. Et donc, c'est d'abord pour aller mieux. Et à ce moment-là, souvent, je leur dis, je leur donne mes 3 outils principaux. Voilà, je leur explique comment je travaille. Et certains vont me dire, non, le rêve, je rêve pas, donc c'est pas la peine. Et puis parfois, ces mêmes personnes, pas tous, il y en a qui n'en ramènent jamais, vont me dire, oh, j'ai pas rêvé depuis 10 ans, et là vous m'en avez parlé, et j'ai un rêve. Et on peut partir de ça, voilà. Et après, il y a des gens qui viennent me voir que pour l'art-thérapie. Et puis il y en a d'autres avec qui je travaille sur les 3 plans, psychothérapie analytique, création et rêve. Ça dépend des moments, c'est fluctuant. Puis il y en a d'autres qui finissent par ne venir que pour le rêve. Alors le rêve, et je travaille en parallèle avec la psychothérapie analytique. D'accord. Il y a une complémentarité dans ce que tu... complètement. Dans ton accompagnement. Oui. Si on pouvait résumer un plan en 3 étapes, ce serait quoi en fait pour accompagner? C'est quoi la première étape, la deuxième, la troisième? Alors, c'est-à-dire pour accompagner... pour accompagner les personnes dans l'analyse du rêve. Alors, il n'y a pas de plan. c'est pour ça que je ne comprenais pas la question. Il n'y a pas de plan parce qu'en fait, les gens arrivent et je vais vraiment faire avec ce qui se présente. Vraiment. Donc il y a un premier entretien peut-être? Oui, on a un rendez-vous et ils m'expliquent pourquoi ils viennent et moi je leur explique à la fin de l'entretien comment je travaille. Voilà. Et on est dans un dialogue en fait. Des fois ils me disent j'espère que vous êtes une psy qui parle. Je dis oui, on va être dans un dialogue. Voilà. Mais il n'y a pas réellement de plan. Il y a, comment dire, on va dire que j'ai un cadre. Voilà, le cadre, c'est le secret professionnel, le cadre horaire, le rythme, on définit un rythme, si les gens viennent toutes les semaines, tous les 15 jours, parfois une fois par mois quand on fait du soutien. Si c'est juste du soutien psychologique, on peut venir une fois par mois. Comme un rêve, on peut venir une seule fois. Juste, quelqu'un peut me dire, je sais que vous travaillez sur les rêves,
Est-ce qu'éventuellement on peut faire juste une séance? Parce que j'ai besoin de comprendre ce rêve qui me poursuit depuis des années. Alors ils vont venir qu'une fois, puis parfois ils vont faire plus de séances. Voilà. Mais j'ai pas de protocole. Tu vois, il y a vraiment voilà, ce cadre horaire, ce quart temps, ce quart espace. Alors je suis dans un syndicat au SNPPSI et je suis syndiquée et titulaire de ce syndicat. Donc je leur donne les petites documentations sur mon code de déontologie. Et, voilà, donc ils ont des informations. Mais vraiment, je fais ce qui se présente. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Là, aujourd'hui, tu as une démarche qui est nouvelle pour toi. Oui. C'est le fait de prendre la parole en tant que thérapeute. D'où vient cette démarche et pourquoi tu as ressenti le besoin d'oser te montrer en tant que thérapeute? Eh bien, ça vient du rêve. Parce qu'en effet, j'ai développé mon activité beaucoup autour de l'art-thérapie. Alors j'en ai fait en individuel, j'en ai fait aussi en institution. Hein. Je travaille pour France Alzheimer, pour accompagner les aidants. J'ai travaillé pour Solidarité Femmes, j'ai fait différents groupes. Mais finalement, les gens ne savent pas trop que je travaille sur le rêve. Et comme c'est quelque chose qui m'anime vraiment, j'ai envie de le développer. Et là, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de ces entretiens et je me suis dit, alors ça c'est bien. C'est bien. Sachant que je ne suis pas très bonne en communication, donc sur les réseaux, je n'ai pas forcément fourni des informations. Et là, j'ai senti que ça pouvait m'aider à développer justement une information sur cette question de l'accompagnement avec les rêves. Voilà. Tu sens vraiment que c'est quelque chose qui peut aider les gens à avancer dans la vie? Oui, ceux qui vont avoir cette sensibilité-là, il y a des gens que ça ne va pas intéresser, c'est normal. Mais d'autres personnes, oui, ça peut ouvrir des canaux, ça peut être un complément à un travail qu'ils ont déjà fait, ou comme ça peut être aussi une découverte, comme ça l'a été pour moi, pour avancer dans mon évolution. Donc il n'y a pas de bon moment finalement pour s'intéresser à ça? Non, c'est au moment où les gens décident, c'est une démarche personnelle. Non. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Alors, pour la suite, en fait, j'ai en tête, alors à moyen terme, d'écrire un ouvrage. Voilà, sur ma pratique du rêve et avec des nouvelles pistes de réflexion. Voilà. Et ça, je pense que ça va être pour dans 2-3 ans. Et donc, je vais mûrir ça dans les mois, les années à venir. Et j'aimerais aussi créer un blog pour mettre des articles, pour commencer à écrire, et puis informer les gens justement sur l'utilité alors les fonctions du rêve et l'utilité du travail du rêve en séance. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui s'y intéresse, qui hésite encore? Qu'est-ce que tu vois en termes de valeur ajoutée, on va dire, entre guillemets, ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il passe à l'action? Voilà, quelqu'un qui se sent bloqué, qui se dit, bon, ce sera peut-être une piste à envisager. Éventuellement de faire une séance, rien qu'une, voilà, puis de tester pour sentir, mais je ne vais pas fonctionner comme ça, je ne vais pas aller chercher les gens. C'est plutôt, j'ai besoin d'informer sur le fait que je travaille avec le rêve, que c'est un outil fabuleux, qu'il est trop méconnu. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'écrire, déjà d'une parce que j'en ai envie, ça m'anime, mais c'est aussi pour presque réhabiliter le rêve. Parce qu'en effet, il y a une connotation un peu, comment dire, comme si c'était pas sérieux, comme si un rêve, ça voulait rien dire. Sauf que là, avec mon expérience, le recul que j'ai sur ma propre analyse et le travail que j'ai fait donc, avec les personnes que j'accompagne, je me suis rendu compte que là, il y avait une source, vraiment une source, et qui était
on avait à s'en abreuver, voilà. Mais je ne vais pas aller chercher les gens, je vais écrire. Les gens vont lire, ceux qui sont intéressés, et puis ils viendront éventuellement vers moi. Mais voilà. Merci beaucoup, Fabiola. Je t'en prie. Merci, et je te souhaite de te lancer vraiment à fond dans cette aventure. Si tu sens que voilà, c'est ta mission, d'éveiller les consciences en fait, sur le potentiel du rêve. Tout à fait. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Comme vecteur de guérison. Comme vecteur de guérison, tout à fait. Et de mieux-être. Et de mieux-être. Ouais, tout à fait. Merci. Merci, Aden.